Bonjour à toutes et tous. Alors moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai la moindre compétence scientifique sur le coronavirus ou sur la vaccination. Non, mais tout simplement, comme citoyenne, j'ai participé à une étude clinique, le Johnson & Johnson, pour ne pas le citer. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette participation à cette étude clinique ? Pour ça, je vais revenir quelques mois en arrière, début juin 2020. J'ai un accident de sport à la suite duquel je suis opérée et hospitalisée pendant 2 mois. Et à l'époque, dans l'hôpital où j'étais, on ne pouvait pas avoir de visite. Les visites étaient interdites. Vous imaginez les longues semaines passées seules avec d'autres patients qui sont en revalidation locomotrice. Et dans cette revalidation locomotrice, j'ai rencontré un monsieur qui était de mon âge et qui, lui, se revalidait comme moi, mais même de manière beaucoup plus difficile, puisque suite à un Covid contracté en mars 2020, alors qu'il n'avait aucune comorbidité, qu'il était sportif, enfin je vous passe les détails, il était vraiment dans une situation de santé avec des séquelles graves et beaucoup de souffrance. Et donc, ne pouvant pas rencontrer mes proches, je leur ai écrit. Et j'ai parfois écrit des longs messages et je vais vous lire justement un extrait d'un message qui va vous permettre de comprendre toute la motivation que j'ai eue par la suite et vers quoi je suis allée. Cela fait maintenant 6 semaines que je suis enfermée ici. L'interdiction de visite qu'on a connue au début, puis l'unique visite quotidienne d'une seule personne commence à me peser vraiment fort. Je savais que le lockdown était plus difficile pour certains que pour d'autres, mais je n'avais pas totalement mesuré ce que c'était que d'être enfermé, isolé, loin de ceux qu'on aime. Depuis le début de la crise, les médias ont largement parlé de l'immense souffrance vécue au sein des maisons de repos. Mais si tu te souviens, il y a quelques mois, nous deux avions discuté des handicapés enfermés dans un centre sans plus aucune visite. Ni les médias, ni les scientifiques ne semblent s'en soucier. Nous avions aussi parlé de l'apparition ou l'aggravation des violences intrafamiliales dans ce contexte de lockdown. Et sans savoir que ça m'arriverait aussi, nous avions parlé des personnes hospitalisées sans plus aucune visite. Toutes ces personnes dont je fais maintenant partie sont les oubliées. Oubliées des médias et même de mes collègues scientifiques qui n'en parlent jamais. Et puis, il y a autre chose dont on ne parle pratiquement pas. Ce sont toutes les maladies graves qui ne sont plus soignées parce que les gens ont peur d'aller à l'hôpital. Tu verras le nombre de décès du cancer et d'infarctus dans quelques mois ou années. Comment une société peut-elle, doit-elle en arriver à pareil sacrifice ? Tu sais à quel point nous avons respecté et continuons à respecter scrupuleusement toutes les règles sanitaires et de distanciation. Mais aujourd'hui, je n'en peux plus. J'en veux à tous ceux qui, par stupidité, égoïsme ou superficialité, enfreignent ces règles et contribuent à la propagation du virus. Pendant ce temps-là, des personnes meurent du Covid, d'autres luttent péniblement en soins intensifs, d'autres encore sont rétablis mais avec de grosses séquelles. Philippe, l'homme dont je t'ai parlé et qui se bat pour remarcher, pour réapprendre les gestes du quotidien, comme manger, il ne sait toujours pas utiliser un couteau, lutte aussi contre de vives douleurs. Enfin, les oubliés souffrent de l'isolement total dans lequel ils sont enfermés. Les règles sanitaires sont inhumaines pour toute une partie de la société, et pas que les vieux, comme disent certains. Mon plus grand espoir est qu'on trouve un médicament ou un vaccin contre le Covid. À mon avis, ça devrait être un vaccin qu'on pourrait injecter à chaque être humain dans le monde, donc pas trop cher, produit rapidement et à grande échelle. Je pense qu'un vaccin comme celui de la variole est LA solution. J'espère vraiment que les vaccins actuellement en préparation vont pouvoir aboutir à grande échelle. Si je pouvais, j'aimerais faire de la recherche pour accélérer la mise au point d'un vaccin. Mais je ne suis qu'une physicienne. C'est décidé. J'arrête de lire le journal et de regarder le JT. J'en ai marre de ces journalistes et scientifiques qui créent un climat hautement anxiogène. J'imagine qu'ils font cela pour que les gens respectent les règles sanitaires. Mais ils n'ont pas compris que ceux qui se moquent des règles ne les écoutent plus depuis longtemps. Par contre, les oubliés, totalement isolés, souvent en souffrance, s'accrochent à la TV comme à une fenêtre ouverte sur le monde. C'est donc une honte de répéter sans arrêt pareils propos. Si tu les écoutes, il n'y a que le nombre de places disponibles en soins intensifs qui les intéresse. C'est vrai que c'est un indicateur, mais derrière les morts, il y a des familles en souffrance. Et sur les lits d'hôpitaux, il y a des personnes qui souffrent. Et derrière les écrans de TV, il y a beaucoup d'oubliés. J'espère donc qu'ils vont rendre le vaccin obligatoire. Sinon, il y en aura qui ne le feront pas, par conviction quasi idéologique, par peur, par manque de confiance à la science. Bref, on risque, si on n'atteint pas quasi 100% de vaccination, de ne jamais s'en sortir. Il y a quelques jours, une infirmière m'a demandé si je n'avais pas peur de subir les effets secondaires de la vaccination.
Et je lui ai répondu que les effets secondaires, je connaissais. Je lui ai expliqué avoir subi pendant des années de gros effets secondaires de chimiothérapie, mais que grâce à ces chimios, je suis là et je vis comme tout le monde. Je fais même du sport. Elle m'a répondu qu'elle n'avait pas imaginé qu'une accidentée du sport ait surmonté 2 cancers. Nous avons alors parlé des choses risquées que pourtant on fait tous, comme se déplacer en voiture. Dès lors, quel sera le risque du vaccin contre le Covid ? Le plus grand risque du vaccin est que le monde soit sauvé du Covid, qu'on revive comme avant et qu'on voit les sourires des autres, qu'on puisse faire la bise à plein de gens. Ceci termine le long extrait du message donc envoyé à un proche et qui témoigne en fait de ce que je vivais à l'époque et de tout l'espoir que je mettais dans la vaccination. Quelques mois plus tard, ma collègue Francesca me dit mais je viens de m'inscrire comme cobaye en fait pour une étude clinique d'un vaccin. Alors je lui ai demandé les renseignements et puis j'ai décidé de faire comme elle. Pourquoi ? Parce que fin 2020, début 2021, on entendait tout et n'importe quoi. Alors, c'est un complot, les firmes pharmaceutiques vont s'en mettre plein les poches, les vaccins auront des effets secondaires très graves, ça ne servira à rien, etc., etc. Et donc, j'ai décidé de faire cela puisque, comme physicienne, comme scientifique, je sais que le risque zéro n'existe pas, mais que les scientifiques vont tout faire pour minimiser ces risques. Et donc, pour moi, c'était une évidence que je devais participer aussi à cette étude clinique faite par un laboratoire indépendant. Et il s'est avéré d'ailleurs que c'était une étude excessivement sérieuse. Et ma motivation, elle était triple. Tout d'abord, convaincre un maximum de personnes autour de moi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté aussi d'être là aujourd'hui. Et puis, ma deuxième motivation était de permettre à un nouveau vaccin, un vaccin supplémentaire, d'arriver sur le marché le plus vite possible. Donc ma petite contribution à cela, c'était cela. Et la dernière chose, c'était me dire que si je contractais le coronavirus, je ne développerais pas de forme sévère ou de Covid long, ce qui m'effrayait évidemment comme beaucoup d'entre nous. Et donc voilà ce qui m'a motivée. Et le seul effet secondaire que j'ai eu, je dois vous avouer, c'est une petite douleur dans le bras pendant quelques heures après l'injection, comme beaucoup de gens. Et donc, si j'en suis arrivée à tout ça, alors que j'étais fâchée, Benoît peut le dire, hein, on a eu des échanges, donc il a reçu ce genre de message aussi, Benoît. Et donc, j'étais fâchée par rapport au comportement de mes collègues et Jean-Michel, Benoît et tous les autres, alors qu'ils faisaient un boulot remarquable. Je me suis dit, au lieu de râler, participe et fais ce que tu peux faire. Et donc, devenir cobaye, c'était une évidence. Et je vous assure que les effets secondaires, ils sont... Mais je voudrais quand même te poser une question, justement, Benoît. Moi, depuis que j'ai eu le Johnson & Johnson, on m'a dit, mais attention, c'est thrombose, etc. Beaucoup de gens m'ont demandé si j'avais pas eu les séquelles d'une thrombose, si j'étais certaine de ne pas avoir eu de thrombose. Quel est le pourcentage de personnes vaccinées Johnson & Johnson qui ont effectivement développé une thrombose ? Et on pourrait comparer ça aussi à toutes les femmes qui reçoivent une pilule contraceptive et qui, pour certaines, font aussi une thrombose. Tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Oui, donc merci Muriel. Bonjour à tous. Bien entendu, je rebondis quand même sur le récit que tu as fait. Ça m'a beaucoup touché quand on a débattu en octobre, novembre, de cette question. Et je vais répondre à la question. Je ne suis pas politicien et je répondrai de manière précise. Et donc, je crois vraiment que ta démarche, je tiens à la souligner d'abord, elle m'a ému quand tu m'as envoyé un SMS. Je crois tout début janvier. D'ailleurs, je crois que c'était le message de nouvelle année que tu m'as envoyé. En plus, je suis inscrit dans un essai clinique. J'étais vraiment ravi. Et donc, je crois qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et je suis certain que Muriel est loin, loin, loin d'être une imbécile, et comme beaucoup d'entre nous. Donc, pour répondre à ta question, donc ça a été très bien étudié. Jean-Michel est dans la salle pour en attester. L'EMA, donc l'Agence européenne du médicament, a suivi de manière scrupuleuse ces accidents de coagulopathie liés à l'usage des vaccins à adénovirus majoritairement. Donc c'est majoritairement eux qui sont en cause, donc c'est l'AstraZeneca et le Johnson & Johnson. Et les conclusions des mesures effectuées, puisqu'on a un processus de pharmacovigilance très sérieux, rigoureux qui a été effectué, même après les études de phase clinique 3, donc lorsque le vaccin est utilisé à large échelle, donc amène à cette conclusion qu'on a un risque accru, puisqu'il y a des thromboses qui arrivent dans la population, mais le risque accru est de 2,5 chances en plus, ou probabilité
en plus, pour 100 000 personnes vaccinées, de faire une thrombose. Donc voilà, ça c'est une donnée chiffrée. Alors tu me proposes justement de la comparer à un type de thrombose et de coagulopathie liée à l'usage de la pilule contraceptive, où on ne se pose pas trop la question. Il y a une étude qui a, là aussi, très bien évalué le risque. Et ce risque, c'est une étude de 2016 dans Fertility and Sterility, montre que dans les 12 premiers mois qui suivent la prise de pilules contraceptives, une femme présente 7 à 12 chances sur 10 000 de faire en plus une thrombose que si elle n'en prenait pas. Donc si on fait la relation entre les deux, c'est 100 fois plus sous pilule contraceptive qu'après avoir été vacciné. 100 fois plus. On n'en parle jamais pour d'un côté, on en parlait énormément pour l'autre. Premier élément. Alors, je tiens quand même, et tu m'as demandé, on s'est engagé à avoir vraiment une démarche très scientifique, qu'il est vrai que cette comparaison, c'est pas comparer des pommes et des poires, on parle bien d'une même maladie, de coagulopathie, de troubles de la coagulation, on compare quand même un peu des pommes vertes et des pommes rouges. Donc ce n'est pas exactement les mêmes coagulations qui sont en jeu donc les troubles de coagulation qui sont en jeu sous pilule contraceptive que consécutivement au vaccin à adénovirus. Notamment ces formes de thrombose cérébrale, des sinus veineux, sont quand même particulières à ces effets secondaires liés au vaccin qu'on ne rencontrera pas sous pilule contraceptive. Mais on a des phlébites graves avec des conséquences de phlébites, des embolies pulmonaires sous pilule contraceptive. Donc certaines formes de coagulopathie sont communes, certaines sont spécifiques, soit à la pilule, soit au vaccin à adénovirus. Donc ça, c'est un premier élément qu'on peut attester. Merci Benoît, parce que, en tout cas, la physicienne, elle a compris un petit quelque chose. Donc, voilà, ça me rassure et au moins j'ai une réponse à donner à toutes les personnes qui m'ont posé cette question. On parle d'effets secondaires ou de séquelles plus exactement suite à une vaccination et notamment chez des jeunes. On a beaucoup d'étudiants ici à l'université, on va dire entre 20 et 25 ans, 20 30 ans. Est-ce qu'il y a des effets, des séquelles assez graves de la vaccination qui ont pu être observées? Quel type de séquelles en particulier chez les jeunes? Donc pour le moment, des effets secondaires à long terme. J'imagine que les personnes qui font une thrombose, il y aura, quand on les sauve, il y en a bien entendu énormément qui ont été sauvées, elles n'ont pas toutes été fatales, quand on les sauve, il y aura des séquelles, mais ça reste rarissime. On n'a pas par ailleurs rapporté pour le moment de séquelles, je vais dire sévères chroniques, telles qu'on avait pu le rapporter par exemple pour le vaccin contre la grippe en 2009. Il y avait eu un syndrome de narcolepsie qui avait été identifié. Ça, pour le moment, on n'en a pas. Par contre, quand tu parles de séquelles, dans une population jeune, il y a une étude très intéressante publiée dans Nature la semaine dernière qui a vraiment objectivé le pourcentage d'individus jeunes qui font des séquelles du Covid. Donc, les formes de Covid long, on se dit, oui, c'est quelques illuminés qui parlent de ça. Finalement, oui, on a entendu, on a vu quelques témoignages de personnes qui font des Covid longs. Dans l'étude très sérieuse qui a été menée en Norvège, moi, j'ai été édifié de lire les résultats. Donc, on a suivi 247 personnes qui ont fait un Covid non gravissime, qui n'a pas entraîné d'hospitalisation. 247 qui ont été suivis de manière hyper rigoureuse pendant au moins 6 mois. On a mesuré pendant ces 6 mois le type de symptômes, de manifestations que ces personnes restées à domicile ont manifesté. Dans les 247 de la cohorte, 60 sont vous et nous, si vous êtes des jeunes scientifiques, en dessous de 30 ans, ou des futurs étudiants. 60 étudiants ou jeunes scientifiques, doctorants. Chez 60 de ces personnes, 50% ont des manifestations de Covid 6 mois après. 50%. 50%. Dans les manifestations, il y a des choses qu'on pourrait trouver pas trop graves, de la fatigue, mais il y a 10% de personnes jeunes qui ont des troubles de la mémoire, troubles du sommeil sérieux, des palpitations cardiaques, 6%. Ça ne doit pas être agréable de vivre avec des palpitations cardiaques. Ça doit être très handicapant de vivre avec des palpitations cardiaques. On a des syndromes de nausées et mal à l'estomac chez 8% de ces sujets. Donc il y a une liste complète de symptômes. Si vous voulez aller voir cet article, qui est très bien fait, qui peut être lu par n'importe qui, je pense, et c'est le tableau 2 de l'étude qui rapporte l'ensemble de ces signes de Covid long.
Et je rappelle, après 6 mois, si on laisse continuer à courir cette maladie dans les populations, notamment chez les jeunes, eh bien 50% d'entre vous, d'entre nous, auront des manifestations cliniques 6 mois après. Donc voilà, on n'a pas d'évidence de séquelles graves de la vaccination en dehors de quelques effets rares qui sont de mieux en mieux pris en charge, qui sont rarissimes, il faut le redire, ils sont rarissimes. Par contre, la maladie, quand elle a couru et si on la laisse courir, elle donnera des séquelles sévères chez les sujets atteints, 50% d'entre eux. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est que, bon, tu as compris que j'avais changé d'avis et que maintenant je voulais bien participer et jouer, entre guillemets, le jeu. C'est pas un jeu, mais je voudrais bien en fait qu'un maximum de personnes soient conscientes de tout ce que tu viens de dire et se fassent vacciner. On voit bien qu'on commence à ralentir un petit peu. En tout cas, il y a une difficulté à atteindre un pourcentage assez important. Au début, on nous a dit si on a 70% de personnes vaccinées, on aura l'immunité collective et on s'en sort. Puis on voit qu'avec les variants, ça risque d'être quand même beaucoup plus difficile. À ton avis, il faudrait quoi comme pourcentage maintenant de personnes vaccinées pour s'en sortir et revivre comme avant? Mon avis ne vaut rien. Par contre, tu es physicienne, donc tu aimes les maths, normalement. Et je vais m'autoriser sur cette question-là à faire une petite démo mathématique. Parce que je trouve que c'est une question qui revient et qui revient. Les gens en ont marre de c'est quoi cette immunité de population, qu'est-ce qui se cache là derrière. Et en fait, tout le monde peut comprendre cette immunité de population. De quoi parle-t-on quand on parle d'immunité de population? Donc, normalement, si la tablette fonctionne bien, vous devriez voir la démonstration s'afficher là. Donc l'immunité de population atteinte pour contrer un pathogène, elle dépend du facteur R0. Dont on a beaucoup parlé. Le facteur R0, c'est le taux de reproduction d'un pathogène. Donc, si le virus arrive dans la salle ici, un nouveau virus, et qu'il a un facteur RT de 2, lorsqu'il touchera, je vois François Nélis là au fond, François a la probabilité d'infecter 2 personnes dans la salle en faisant cette maladie. Donc, certains pathogènes sont peu contagieux s'ils affectent que 2 sujets lorsqu'on a été contaminé. D'autres pathogènes sont beaucoup plus contagieux. Prenons l'exemple des oreillons, donc c'est un virus hyper contagieux, son facteur R0 est de 10. À Mons, l'année passée, pas longtemps avant le Covid, il y a eu une résurgence des oreillons dans la communauté étudiante, où la vaccination contre les oreillons est en train de chuter dans la population, il y a moins d'adhésion, et ça a fait une épidémie d'oreillons à l'université à Mons, oreillons qui peuvent donner des séquelles chez les hommes à long terme, de la stérilité. Donc, on a des maladies qui vont se balader, je vais représenter le R0 ici en bas, en étant soit peu contagieuses, parfois très très peu. L'influenza, la grippe par exemple, est à 2. Et des maladies très contagieuses, les oreillons. Où se situe le Covid au départ? Lorsqu'il est arrivé dans la population humaine, en Chine, il se baladait entre 3 et 3,5, le virus original. Alors, on va faire un peu de maths. Prenons l'unité de population à laquelle on doit arriver si c'est le virus de l'influenza qui arrive dans la population. Tout le monde peut faire ça. On va arriver à 0,5. 6, 7, 8, 9. Ça, ce serait pour l'influenza, l'immunité de population, si c'était le virus de l'influenza. Quelle était l'immunité de population atteinte pour le virus original? Je vais me faciliter la vie. Je vais prendre qu'il était de 3, pas de 3,5. Pour le virus Covid initial, l'unité de population, en réalité, était de 66%. Ça, c'est pour le SARS-CoV-2 tout au début, en janvier 2020, en Chine. Très rapidement, il a évolué, le virus. On n'en a pas beaucoup parlé du premier variant, mais en réalité, le virus qui est arrivé chez nous en Europe, qui est arrivé aux États-Unis, était déjà un peu plus contagieux, 3,5, 4. Il y avait une mutation acquise, je vais le passer celui-là. Mais donc, l'unité de population pour le virus initial était de 66%. Ça, c'est l'immunité qu'on aurait dû acquérir par la vaccination si c'est celui-là qui s'était imposé. Alors, dans quelle situation est-on aujourd'hui avant que le variant indien ne s'impose? C'est le variant britannique qui s'est imposé. On est arrivé à 4. Pour le variant britannique, on est bien à 4. On aurait dû, si c'est celui-là qui était resté, le variant britannique et le variant alpha,
UK, on aurait dû arriver à 75%. Voilà. Si c'était 4. Et donc là, on se dit, ben ça y est, on y est, plus ou moins. On est arrivé en première dose, 72%, il me semble, cette semaine en Belgique. C'est bon, on se dit, ça y est, on y est arrivé. Et malheureusement pour nous, qu'est-il en train de se passer? Enfin, malheureusement, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Le variant indien est en train de s'imposer à l'échelle planétaire. Et la mauvaise nouvelle, c'est que son R0 pour le variant indien est autour de 8. Une valeur qui atteint 8. Donc s'il arrivait dans la salle aujourd'hui, dans une population totalement naïve, 8 personnes sortiraient probablement infectées par cette personne hautement contagieuse. Et la formule mathématique qu'on applique, mais nous amène à quoi? 1 moins 12,5, on arrive à 87,5% de la population à vacciner, à atteindre une unité de population si on veut contrer ce variant. Et donc, c'est pour ça que, et voilà, on risque... Enfin, en tout cas, c'est l'objectif à atteindre. Allons-y, en route pour atteindre ce niveau-ci. On est ici aujourd'hui. Voilà le chemin qui reste à faire dans les semaines à venir. Et donc, parlez autour de vous, à vos proches, aux personnes qui sont encore hésitantes, participez à cet effort collectif pour atteindre cette unité de population que vous avez aujourd'hui comprise et que vous allez répéter et reproduire. C'est le facteur de reproduction d'un pathogène qui arrive dans une population naïve qui ne fait rien pour le contrer. Au départ, on ne faisait rien pour contrer le Covid et il se dissémine avec toutes les portes ouvertes. Le RT auquel vous faites référence, c'est la manière dont le virus se reproduit lorsque la société se comporte en réaction à ce pathogène. Donc les gestes barrières que nous mettons en place, le fait que dans les auditoires, on est en code... Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'on est en code orange toujours. En code orange, donc il n'y a qu'une place sur 5, que le télétravail reste la norme. On a droit normalement de venir 1 jour par semaine. Donc l'ensemble des mesures mises en place et l'augmentation de la vaccination ont créé un ensemble de barrières qui font qu'aujourd'hui, le virus SARS-CoV-2 en Belgique, à ce moment T, n'arrive pas à s'étendre. On a un facteur qui est inférieur à 1 depuis plusieurs semaines, c'est une très bonne nouvelle, qui est le fruit de plusieurs choses, de la campagne de vaccination qui s'est déployée de manière robuste, efficace, très efficace en Belgique, et de la perpétuation des gestes barrières. J'ai répondu à votre question? Voilà. Je vais compléter, juste écrire ici que c'est le variant Delta. Donc, indien. Mais il paraît que c'est stigmatisant, donc on met indien entre parenthèses, c'est Delta qu'il faut dire aujourd'hui. Voilà. Merci Benoît pour ces explications. En fait, tes explications m'amènent à une nouvelle question. Qu'est-ce qui fait qu'un variant va s'imposer? Quels sont, en termes simples, les facteurs qui feront qu'un variant va s'imposer plutôt qu'un autre? Mais les facteurs, c'est d'abord la nature de ces virus, c'est de se reproduire. Un virus n'existe pas en tant qu'unité. Un virus, toi tu es Muriel Lepère, si tu étais un virus, il y aurait de facto des milliers, des millions de copies de Muriel Lepère là autour de toi. Donc un virus n'existe que par sa communauté de reproduction. Et qui dit reproduction dit, vous l'avez déjà fait probablement lorsque vous avez dû copier des lignes à l'école, dit erreur lors de la copie. Et chez les coronavirus, on l'a très très bien évalué. Lorsqu'il recopie 1 million de fois les lettres qui constituent son code génétique, un coronavirus se trompe 5 à 6 fois tous les 1 million de lettres. Je dis, c'est pas grand-chose, 5 à 6 fois sur 1 million. Et si vous rapportez ça à l'échelle d'un génome qui est 30 000 nucléotides, vous vous rendez compte qu'il y a des variations qui apparaissent naturellement. Elles apparaissent. Et que fait-il que certains variants vont être favorisés? Bien, certains variants interagissent mieux avec nos cellules, donc s'accrochent mieux. Certains variants se multiplient davantage, vont générer, et on pense que c'est ça dans le cas du variant Delta, de nouveaux signes cliniques. On a trouvé plus de toux, plus d'expectoration chez les patients infectés par le variant indien, donc plus d'émissions des patients infectés par le variant indien, qui explique qu'il va se disséminer plus vite que ses petits frères de la communauté qui, eux, sont un peu plus sages, se disséminent moins. Donc certains sont plus contagieux,
Et certains, malheureusement, ou c'est la vie, certains vont éviter les barrières immunitaires préétablies. Alors à ce niveau-là, on en parle beaucoup, est-ce qu'il y a des variants d'éviction? Il y a des variants d'échappement partiel, donc qui expliquent que certains commencent à passer un tout petit peu la barre, mais ils ne la passent pas complètement. L'immunité aujourd'hui, conférée par les vaccins, protège contre les variants. Un petit peu moins dans le cas du variant indien, mais par exemple pour le variant britannique, c'était pratiquement pas affecté. Le variant britannique était complètement contrôlé par la vaccination. Donc voilà, c'est différents facteurs, l'immunité préacquise, mais c'est surtout la capacité intrinsèque d'un pathogène à générer. Il n'a pas voulu, c'est pas du tout voulu. C'est le hasard qui fait qu'il y en a un qui est un peu plus réplicatif. Alors, je peux répondre pour ceux que je connais du laboratoire où j'ai moi-même, dans lequel je participe, parce qu'en fait l'étude dure 2 ans. C'est un laboratoire constitué de médecins, d'infirmiers, de biologistes qui sont accrédités à la fois par l'État fédéral belge et par l'Union européenne. Alors là, je pourrais peut-être m'adresser à Jean-Michel qui en dira un petit peu plus. Et qui en fait vont tester, ces labos vont tester des médicaments et des vaccins, peu importe la société qui les fabrique, la firme pharmaceutique. Ce sont des études cliniques phase 2 et phase 3, juste donc avant la mise sur le marché. Et donc en fait, quand un laboratoire d'une firme pharmaceutique souhaite avoir son accréditation, il y a tout un processus. Et dans ce processus, des laboratoires indépendants d'études cliniques vont intervenir justement, puisque eux, ils ne sont pas rémunérés par les sociétés pharmaceutiques, par les firmes pharmaceutiques. Mais par contre, ils sont accrédités par les pouvoirs publics. Voilà, c'est l'explication que je ne suis pas une spécialiste, c'est l'explication que j'ai eue en y participant, en posant les mêmes questions en fait que toi. Donc ça, clairement, l'influenza, par exemple, je sais que dans l'hémisphère sud, je suivais très fort ça l'année passée dans les mesures de respect des distanciations sociales. On avait vu une absence totale de circulation d'influenza dans l'hiver austral. Chez nous, il y en a eu très très peu, mais je n'ai pas suivi, je ne peux pas attester qu'il n'y en a pas eu d'influenza, donc de grippe saisonnière chez nous. Mais elle a été en tout cas très très nettement affectée de manière positive. Donc la grippe saisonnière n'a quasi pas circulé. Alors, à cet égard-là, il y a un revers possible. On l'a constaté ici, fin du printemps, dans les populations pédiatriques. Donc les petits-enfants, de l'âge de 2-3 mois jusqu'à 2 ans, peuvent faire la bronchiolite infectieuse, qui est le virus syncytial respiratoire humain qui est en cause, qui existe depuis très longtemps dans la population humaine. On a déplacé, donc l'épidémiologie était complètement déplacée. On ne sait pas pourquoi elle s'est mise à circuler tard et pourquoi finalement elle a quand même vraiment circulé. Elle a circulé beaucoup plus tard, mais ayant eu un écart dans l'immunité de population, on a eu des formes relativement sévères. Et on pourrait avoir un épisode de grippe saisonnière l'année prochaine qui sera peut-être plus redoutable si on lâche tous les gestes barrières et que le virus de la grippe saisonnière se remet à circuler dans une population où il n'aura pas du tout circulé pendant 2 ans. Donc ça, mais c'est vrai, on l'a vu. Oui. Par contre, j'ai entendu, c'était sur une émission sur la première, qui disait que peut-être que cette crise nous inspirera, chacun est libre, nous inspirera pour conserver certains gestes barrières au boulot, ne plus jamais se serrer la main, se faire la bise. Moi, je dirais, oui, si certaines personnes sont plus heureuses comme ça et préfèrent ne pas se serrer la main et ne pas se faire la bise, et que oui, ça permettrait de diminuer la circulation des maladies infectieuses, mais l'humain en communauté a le droit de rester chaleureux ou pas. Enfin, je pense que c'est une liberté individuelle qui... Voilà. Muriel me rejoindra certainement. Merci Benoît. Si les 100% des personnes vaccinées ne transmettent pas le virus. C'est vrai avec un vaccin qui est efficace à 95% contre la circulation virale. Donc d'accord avec toi. Par contre, merci pour avoir posé cette question-là. J'avais préparé une petite animation pour montrer qu'il faut arrêter d'être défaitiste par rapport à ce facteur-là. Donc on entend toujours « Oh oui, mais même vacciné, on risque de transmettre la maladie. » Oui, c'est vrai. Par contre, on a montré qu'on protège très nettement, en tout cas contre les variants classiques. On arrive à 80% de protection virologique.
donc en plus de l'efficacité clinique, on n'a plus qu'une chance sur 5 de transmettre le virus. Et quand on le transmet moins longtemps et moins fort. Donc on va contaminer moins de personnes. Et ici, dans la petite animation que vous allez voir, je vais vous montrer que même si on avait un effet très partiel sur la transmission virale, qu'on ne réduisait que d'un tiers la transmission virale, vous allez voir comment l'épidémie se comporte dans deux populations. Donc une population où, et je suis parti du virus initial, son facteur R0 est de 3 populations complètement non protégées, versus population vaccinée dans laquelle on a une réduction de seulement un tiers. On passe de 3 à 2. Vous allez voir en 4 générations l'effet. C'est volontaire, ça ressemble un peu à la Belgique, la population. Après une génération, 2, 3 générations. Donc vous voyez même qu'un vaccin qui ne protégerait, qui ne diminuerait que d'un tiers la transmission, puisque c'est des phénomènes exponentiels, l'effet attendu en fait est très encourageant. Et on est bien au-delà de cette efficacité-là, même avec le variant Delta. Donc ne soyons pas catastrophistes. Alors, moi, je n'ai pas les chiffres, je ne suis pas une scientifique, mais, enfin, en tout cas pas de cette science-là. Mais il est certain que le nombre de personnes qui ont participé aux études cliniques est de loin plus grand d'un facteur 1 ou 2, si j'ai bien compris, que ce qui se fait habituellement. Et en plus, les différentes phases ont eu lieu en partie simultanément. Les phases d'études cliniques 1, 2, 3, etc. Et donc, il est évident, et puis il faut ajouter quelque chose, je pense, et ça c'est la citoyenne qui parle, de gros moyens ont été mis en œuvre, de gros moyens financiers ont été mis en œuvre. Et probablement que d'un point de vue administratif, toutes les démarches ont été simplifiées. On est quand même face à une pandémie mondiale, et donc dans ce cas-là, on peut pas laisser les gens mourir. Et je crois que tout ça a été coordonné à la fois d'un point de vue des responsables politiques, mais également des firmes pharmaceutiques qui ont pris leurs responsabilités. Mais Jean-Michel dira peut-être un peu mieux que moi, même beaucoup mieux que moi. Je vais présenter l'élément, mais sur votre question, en parlant de manière informelle, avant de rentrer avec Muriel, je demandais, tiens, dans ton suivi de protocole, que se passait-il? Moi, j'ai quand même trouvé ça hyper sérieux. Je ne suis pas sûr que c'est chaque fois fait comme ça. Donc, rappelle-moi un peu la fréquence d'interaction avec l'essai clinique. Je trouvais ça intéressant. En fait, on nous explique comment tout va se passer, et puis on nous demande d'installer une application sur notre téléphone. Alors, avant la toute première injection, puisque de toute façon, au départ, on l'a fait en aveugle, donc on ne savait pas si on était vacciné ou si on avait un placebo. C'est le principe d'une étude clinique. Avant toute chose, on a une prise de sang, la rencontre avec un médecin, une longue discussion avec le responsable de l'étude qui explique ce que c'est qu'un vaccin, comment ça fonctionne, ce que c'est que celui-là, etc. Et puis, par la suite, toutes les semaines, 2 fois par semaine, on doit, moyennant cette application sur le smartphone, on doit répondre à une question. Avez-vous un problème de santé nouveau, un symptôme quelconque? Et si on répond non, c'est terminé. Si on répond oui, il y a toute une série de questions qui vont en découler. Et si ces questions deviennent un peu longues, et ça c'est 2-3 minutes, on reçoit un appel directement du laboratoire qui nous demande comment ça va. Moi j'ai pas été concernée, mais j'en connais qui ont eu un petit symptôme et qui ont directement été appelés par le médecin, savoir ce qu'il en était exactement, s'il devait intervenir, s'il devait aller au laboratoire ou voir à l'hôpital. Bon, c'est pas du tout le cas. Donc oui, on a un vrai suivi médical. Alors pour quelqu'un qui ne se fait jamais suivre médicalement, on a des prises de sang parce qu'il faut évidemment nous contrôler aussi parce que c'est toute l'étude qui continue. Et donc on a un suivi médical excessivement sérieux. Et pour la physicienne que je suis, mais encore une fois, je trouve en tout cas que le processus est très scientifique. Voilà. Et pour la patiente que j'ai pu être par le passé, je suis tout à fait entre des mains médicales. Donc moi je trouve ça très sérieux, c'est ce qu'on disait juste avant je n'ai pas plus d'expérience que ça, je connais plusieurs personnes, j'ai convaincu, et j'en suis fière, plusieurs personnes de participer aussi à l'étude, et donc des gens jeunes, des gens âgés, beaucoup plus âgés que moi, avec des comorbidités, d'autres sans, et on est tous un peu dans cette situation-là, et un effet secondaire, c'est simplement un mal de tête. C'est peut-être pas un effet secondaire du tout. C'est le genre de choses qu'on peut avoir régulièrement. Et donc, si on répond oui à l'application, voilà.
Et donc, pour objectiver, il y a 2 éléments que j'ai rapidement présentés. Une publiée en septembre 2020, oui. Donc, sur les vaccins ont connu, qui sont nés dans la tête des gens et qui ont abouti ou pas. Donc, vous voyez qu'on a tenté énormément de choses ici. À cette date-là, il y avait quasiment 200 essais vaccinaux. Et vous voyez déjà que très peu ont pu aller plus loin. Donc c'est ceux qui sont repris en bleu. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez que la proportion de vaccins identifiés, imaginés, qui ont abouti à des phases de développement clinique était relativement peu élevée. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont été abandonnés. On n'a vraiment pas fait tout et n'importe quoi. Et sur précisément votre question, c'est ceci. On a vraiment respecté l'entièreté du processus. Et ça rejoint un peu ce que Muriel vient de dire. Plutôt que de le faire de manière séquentielle, on l'a écrasé, mais en respectant absolument tous les critères de phase préclinique, donc les essais sur animaux, puis phase clinique 1, 2, 3, les évaluations intermédiaires, mais c'est vrai qu'on n'attendait pas nécessairement le processus d'analyse de la fin de la phase clinique 1 pour entamer la phase clinique 2, et ainsi de suite. Donc on a enchaîné, je sais, Jean-Michel m'en a parlé, qu'à l'EMA, il y avait une organisation pour que les données arrivent en temps réel, ce qui n'est pas fait d'habitude, pour qu'elles soient évaluées, mais vous avez l'entièreté et un risque énorme. On dit que les firmes pharmaceutiques, je ne porte aucun jugement, ici au moment où je parle, s'en sont mis plein les poches, oui, mais elles ont aussi risqué énormément de choses. Elles ont entamé la mise en place de lignes de production et d'embouteillage avant la fin du processus pour avoir, dès la fin de l'année 2020, des vaccinations de population possibles. Donc oui, l'entièreté du processus a pu être réduite. Et s'il y a d'autres questions, il y a un autre élément qu'on pourrait présenter. Mais ça répond, je pense, à votre question. On a une étude publiée qui montre en tout cas qu'à 8 mois post-protocole complet, post-deuxième dose réalisée dans les bonnes conditions, on a encore un niveau d'immunité bien là, présent à l'échelle d'une population. On n'a pas plus pour le moment, mais il y avait une autre étude qui montrait quand même, ça c'est intéressant, que la vaccination confère une immunité plus durable que l'infection naturelle. Ça, c'est quand même un élément très important à rappeler. Donc, on entend pas mal de gens dire « je n'ai pas envie de me faire vacciner parce que de toute façon, j'ai fait le Covid, je suis protégé ». La protection, dans ce cas-là, est très variable. Certains sujets déclinent très rapidement parce qu'ils avaient un niveau d'immunité bas, tout simplement, et déclinent rapidement. Ici, avec notamment, et là, il faut le reconnaître, les vaccins ARN ont cette capacité, une puissance immunisatrice, tant sur l'immunité humorale que sur l'immunité cellulaire, plus élevée et durable au moins pendant 8 mois. On a notamment entendu parler de cette 3e dose, ou je ne sais pas s'il faut l'appeler rappel. On peut parler de ce processus-là qui sera très certainement appliqué à l'hiver prochain, notamment sur les populations plus âgées, où il y a le phénomène d'immunosénescence. Donc c'est la réponse immunitaire chez la personne âgée, on le sait, c'est indépendant de la Covid, est moins bonne, moins forte. Donc il y a un vieillissement cellulaire et c'est les cellules qui font l'immunité. Que ce soit les anticorps ou l'immunité cellulaire, il faut des cellules pour produire ces composants. Eh bien, ce vieillissement des cellules de l'immunité qui apparaît à partir de l'âge de... Ça commence à 55, 60 ans, mais c'est vraiment très présent chez la personne très âgée, donc demandera un rappel de vaccination, très certainement une 3e application d'une vaccination 1 an probablement après la première dose. Enfin, après le premier schéma complet, après les 2 doses qui faisaient le schéma complet. Merci Benoît pour toutes ces explications. Moi, j'ai encore une question qui m'a été posée par un réfractaire qui a décidé de ne pas se faire vacciner et qui me dit « moi, je ne m'inquiète pas, on va arriver aux 70%. Et quand on est aux 70%, moi, je serai protégé sans être vacciné. » Comment je dois lui répondre ça simplement ? Mais qu'il se trompe, que non, lui n'est pas protégé, que le virus, on va le voir, sans faire le scientifique de mauvais augure et pessimiste, mais on va le voir fin de l'été, va recirculer un peu plus. On le voit déjà dans certains pays. Vous avez entendu que certains pays qui avaient une unité de population limite, 60-70% revoient des circulations virales. Bien, dans ces pays où le virus recircule,
Qui est affecté par des formes de Covid graves? Les personnes non vaccinées. Qui est affecté par des formes de Covid longs? Les personnes non vaccinées. Et par contre, les personnes vaccinées, il y a quelques personnes qui sont infectées, mais on constate qu'elles sont protégées contre les formes de Covid graves. On a une efficacité qui atteint les 100% sur les formes gravissimes de Covid lorsqu'on est vacciné. On ne fait plus de Covid grave quand on est vacciné. On frôle les 100%. Par contre, non vacciné, on ne sera pas protégé. Les retours de vacances vont constituer des retours d'infection virale. Vous avez entendu parler de ce qui se passe en Finlande, peut-être. Donc la Finlande connaît son premier épisode intense de circulation virale après la Coupe d'Europe à Saint-Pétersbourg. Un match de foot dans lequel il y a eu une circulation virale a généré un énorme cluster en Finlande et qui constitue la première grande épidémie en Finlande. Donc non, on ne sera pas protégé nécessairement. Et on l'a vu tout à l'heure dans la petite démonstration, pour vraiment bloquer ces virus, ils sont devenus plus contagieux, on doit arriver à davantage. Il circulera si on n'augmente pas ce plafond. Moi, je ne peux que vous encourager à parler autour de vous, faire cette démo, que c'est vraiment l'effort collectif. Il ne faut pas reposer sur les autres. Je crois que les jeunes sont tout à fait prêts à le faire. Il y en a énormément qui participent aux campagnes de vaccination. Parlez autour de vous, démystifiez ce qui est autour encore des freins de cette vaccination. Mais c'est un sentiment à nouveau. J'ai l'impression que justement que les jeunes sont prêts beaucoup plus à se faire vacciner. Parce qu'ils ont envie de revivre normalement, ils ont envie de retrouver toutes leurs relations sociales, toute leur vie de jeunes adolescents, de jeunes adultes. Mais la population de 25, 40, 45 ans est beaucoup plus réticente parce qu'ils sont en bonne santé, ils peuvent se passer d'aller un peu trop faire la fête, etc. On pourrait les convaincre comment parce que finalement, il y a peu de risques pour eux. Et de contracter le coronavirus, c'est ce qu'on entend. Donc, Je vais revenir sur l'étude du Covid long. Donc non, il n'y a pas peu de risques. Ils sont à risque de faire, même si ce n'est pas une forme gravissime qui les amènera en soins intensifs, de faire une maladie invalidante à vie, perdre l'odorat et le goût. Mais personnellement, à vie, je ne voudrais vraiment pas signer pour ce contrat-là. Je tiens encore à profiter des repas que je pourrais échanger en compagnie de mes amis, de ma famille, et perdre le goût et l'odorat, c'est quand même très invalidant. Une personne sur 4 en Norvège, dans la population adulte de plus de, que je ne me trompe pas, 16 ans, dans les 16-45, une personne sur 4, là il y a 2 cohortes, quand je reprends ça, sont autour de 25% qui ont perdu le goût et l'odorat. Donc voilà. Les jeunes, moi, vraiment, c'est quelque chose, on sort ici comme professeur à l'UNIF de ces interactions avec les étudiants de fin d'examen, où certains ont eu vraiment du mal, au Q2, il y a des détresses psychologiques, ils crient pour avoir une année normale l'année prochaine, ils plaident pour avoir une rentrée en vert. Et donc, vraiment, je pense qu'on peut leur offrir ça. Ils ont énormément sacrifié, je suis papa d'adolescents, ils ont souffert. Nos jeunes ont souffert, ils ont contribué, ils ont sacrifié leur vie sociale. Donc voilà, il paraît que ça ne marche pas trop. Si, j'ai lu, c'était très très bien, Nature, un auteur disait, si vous voulez être généreux, la meilleure manière d'être égoïste, c'est d'être généreux pour lutter contre le Covid. La meilleure manière d'être égoïste, de penser à soi, c'est d'être généreux et de se faire vacciner. C'était la conclusion d'un article sur l'unité de population la semaine dernière que Jean-Michel a posté sur LinkedIn. Je trouve ça excellent. Donc Sciensano réalise avec, il y a une étude qui avait déjà été faite sur l'infection naturelle, c'est l'université d'Anvers et de Gand, des suivis sérologiques. Donc on prend au hasard, notamment la meilleure manière de faire au hasard, c'est d'aller dans les banques de dons de sang. Donc les personnes qui donnent leur sang, on fait des petits prélèvements, je pense qu'on ne le dit même pas aux personnes qui donnent leur sang, mais voilà, on peut screener à l'échelle du territoire où en est l'immunité envers l'infection naturelle quand le virus circulait, et maintenant, suite à la vaccination. Donc il y a ce premier volet-là qui va être réalisé, et il y aura, mené par Sciensano et d'autres organismes, une évaluation de la durée d'immunité en ayant l'enregistrement de la
date de vaccination et de où en est l'immunité par un certain temps. Et on arrive à des très bonnes puissances statistiques parce que là, on a des très, très gros échantillons. Donc ce sera fait, c'est déjà en cours. Premier volet. Sur l'aspect obligatoire, je crois qu'il y a 2 éléments, en tout cas à mes yeux, qui expliquent ça. C'est que je suis quasi sûr que les États n'étaient pas sûrs de pouvoir assumer une réglementation. Donc s'ils le rendaient obligatoire, il fallait être sûr qu'ils puissent disposer du matériel pour vacciner. Et on a vu à quel point ça a été tendu, la mise en place du dispositif. Notamment en Belgique, on a critiqué, on va trop lentement, mais finalement, on a pris les bons choix. Je crois d'avoir décidé d'aller vacciner tous les homes, puis les personnes très âgées, puis les personnes à risque. Ça a montré vraiment des effets très positifs. Donc, mais c'était avec un nombre de vaccins disponibles qui était à la petite semaine. Au début, c'était vraiment... Je crois que chaque lot de 10 000 vaccins comptait. Si on avait rendu ça obligatoire, il fallait l'organiser peut-être, mais ça devait être un élément. On n'avait pas de garantie que les firmes pharmaceutiques allaient pouvoir suivre. L'autre aspect, c'est que ça a été étudié, moi j'avais lu une étude par des sociologues et des psychologues, que si l'on avait rendu ça obligatoire, il y aurait encore eu probablement une plus grande difficulté à créer cet engouement vaccinal. La difficulté aurait été là de l'implémenter réellement. On est quand même dans une société aujourd'hui libérale, ultra-libérale, et comparons les confinements. Je crois que là, je suis sur quelque chose où je peux parler avec un certain recul. On dit qu'on a fait du lockdown chez nous. Non, on n'a pas fait du lockdown, on a fait de la distanciation sociale. On a fait du lockdown dans les pays asiatiques. Et pour le moment, on est en train d'en faire en Australie. Donc il y a certaines cultures qui peuvent vivre avec du confinement strict. On n'a pas pu inventer, et malgré qu'on n'ait pas fait du confinement strict, on en a souffert, juste la distanciation sociale. Le récit de Muriel est parlant. Je crois que c'était le maximum de ce qu'on pouvait nous demander, ce qu'on a fait. Mais je crois que pour la vaccination, on est face au même débat. On a un débat, on ne fera pas machine arrière, on ne reviendra jamais des Nord-Coréens. On est trop loin dans l'évolution de nos sociétés. Mais non, je trouve que je suis relativement mal placé pour en parler de cet aspect-là. Je ne dirai rien de plus, parce que je risque de m'avancer sans avoir de données, d'études qui permettent d'expliquer pourquoi on a pris ce choix-là. Peut-être que la semaine prochaine, ce serait intéressant de poser la question à Élise de Grave, je trouve, très intéressant. Et lorsque Jean-Michel et Nicolas Franco interviendront fin du mois d'août aussi, ils auront d'autres éléments. Ça va ? Moi, je voudrais revenir sur la première partie de ta question concernant le contrôle en fait de l'immunité des différentes personnes. Je vais juste parler de ce que moi je connais. En fait, j'ai été vaccinée par Johnson & Johnson. Je suis dans cette étude clinique. Et donc, normalement, c'est une seule dose. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont injecté donc une dose ou un placebo aux différentes personnes qui étaient candidates. Et puis, le 2 avril, enfin début avril, ils ont décidé de lever en fait le secret. Ils étaient en double aveugle, tout simplement parce que les personnes étaient en droit de se faire vacciner si elles ne l'avaient pas été. Et donc l'étude a été transformée. L'étude a été transformée parce qu'ils ont décidé de tenter l'expérience de 1 ou 2 doses. 2 doses pour mesurer en fait, si j'ai bien compris, la longévité. Et donc ils vont comparer les 2 populations, la population qui a reçu une seule dose et celle qui a reçu 2 doses. Ils vont comparer ça sur 2 ans, notre immunité sur 2 ans. Ils vont voir si oui ou non, ça fait plus que doubler, enfin, bon, je ne sais pas. Hein. Donc, et donc, pour pouvoir mesurer ça, on a tous les X mois, je ne saurais pas dire exactement comme ça, on a une prise de sang, tout simplement. Mais là, on est conscient qu'on le fait et on sait pourquoi, parce qu'on est dans... Donc, il y a aussi toute cette population qui, à l'échelle mondiale, n'est pas négligeable non plus. Pas du tout, j'allais y revenir, tu l'as dit tantôt, les tailles de cohorte, on n'a jamais vu ça. On est sur des essais cliniques à 20 000 personnes, en multiples sites. Donc on n'a pas fait qu'une seule fois 20 000 personnes en phase 3 pour AstraZeneca, on l'a fait à 4 endroits de la planète. Pour Johnson & Johnson, même chose. Donc on a des tailles de cohortes phénoménales avec des stratifications de population très riches. Donc on a vraiment une représentativité de ces essais. Sur le taux de reproduction du virus, là il y a vraiment des études qui ont montré, mais non pas avec tous les variants, mais en tout cas avec les variants originaux, donc le virus qui circulait l'année passée, qu'il est nettement moins contagieux. Quand il arrive dans une collectivité d'enfants de moins de 12 ans, le virus circule moins
l'enfant infecté contamine moins de congénères, donc 2 fois moins. En moyenne, les études épidémiologiques le montraient, une méta-analyse très très large qui avait été faite. Pour le variant original, je sais que pour le variant indien, on a constaté, notamment en Israël, de la circulation virale intense dans les écoles, mais il n'y a pas encore d'évaluation dans la littérature, mais probablement que de nouveaux virus réserveront de nouvelles surprises. Donc ça, c'est sur le volet contamination, contagiosité du virus chez eux. Sur le volet vaccination, il y a un essai vaccinal qui a permis d'évaluer complètement la sécurité et l'efficacité du vaccin chez les 16-18 ans publié, qui a amené les différentes autorités à proposer la vaccination des 16-18 ans. C'est en cours, et ça c'est peer-reviewé. Pour les 12-15 ans, il y a les premiers essais qui sont menés pour évaluer la sécurité dans ces populations-là. L'aspect dont vous avez peut-être entendu parler, il faut être transparent, c'est la possibilité d'avoir des inflammations de la région cardiaque, soit du muscle cardiaque, soit de l'enveloppe qui entoure le cœur, donc des péricardites et des myocardites qui ont été identifiés majoritairement dans des populations masculines jeunes adultes de moins de 30 ans et adolescents. Très, très, très rare cas. Pas de conséquences graves. Donc les gens se remettent de cette pathologie qui est une inflammation de la région du cœur, qui ont été identifiées chez eux, qui probablement amèneront, on est dans une société toujours attention, on fait très très attention au moindre risque, donc à peut-être ne pas descendre en dessous d'un certain âge. Les études et l'objectivation de ces cas, le nombre, la fréquence de ces effets secondaires repérés dans ces tranches de population amèneront peut-être à trancher. Aujourd'hui, en Belgique, elle est conseillée pour les 16-18 ans, donc elle est ouverte. Il y a eu ici sur le Namurois une large campagne des 16-18 ans sans inscription la semaine dernière qui a eu un franc succès. Je ne sais pas si je réponds à tout, Anne-Catherine. Voilà. Moi, avant de vous dire au revoir à tous, je voudrais remercier 2 personnes en particulier. C'est Marie-Aline et Léa d'organiser ces midis. Et puis tous ceux qui sont derrière les caméras, aux prises de son, etc. Donc les différentes équipes de l'UNAMUR qui rendent le podcastable de ces vidéos. Hein, merci. Je ne sais pas si ça se dit. Et puis surtout, je voudrais remercier Benoît et tous les scientifiques qui font de la recherche dans le domaine et surtout qui la communiquent au mieux, qui essayent de nous convaincre, de nous faire changer d'avis parfois. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et donc, merci pour tout ce travail à la fois scientifique et de communication la plus large possible. Et donc, j'ai envie de dire maintenant, on a fait un gros travail. Enfin, vous avez fait un gros travail. On doit continuer tous ensemble et on doit continuer à convaincre. Et le message doit passer haut et fort pour arriver aux 90% et plus si possible, si j'ai bien entendu, pour nous sauver tous. Voilà, merci Muriel. Moi, pour clôturer, je vais reprendre un mot, université. Vraiment, c'est une démarche universitaire qui a été réouverte au travers de la Covid. Et moi, je remercie l'Université de Namur depuis le début, vraiment, que ce soit tout en haut, à la tête, que ce soit dans les équipes de communication ici à l'université, les collègues, donc on s'est rapprochés, en tout cas personnellement ça m'a rapproché des différentes facultés. Il y a une vraie démarche universitaire qui a été instaurée au travers de cette lutte de la Covid et maintenant que l'université qui s'est ouverte en interne, faites ceci, vous êtes venus, vous allez écouter ce podcast, je ne sais pas comment il sera diffusé, mais voilà, diffuser, on est au cœur du monde, au cœur de la Belgique, diffuser, parler avec les personnes. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je le redis. Et vraiment, il faut démystifier. Et quand on se parle, quand on communique bien, on peut faire changer d'avis et pour un bien. Ce n'est pas du lobbying. Hein. Moi, je n'ai aucun intérêt financier. Donc c'est vraiment parce qu'on a envie d'être un peu égoïste et généreux surtout qu'il faut le faire. Donc voilà, communiquez, soyez dans l'université, pour voilà, tous ceux qui vous entourent. Merci à tous d'être venus. Merci Muriel de m'avoir challengé à de nombreuses reprises. Et merci à tous.